qualité d'écriture et cette attention au texte, c'est quelque chose qu'on retrouve à la fois dans le fond et dans la forme de plusieurs essais. Et on va parler un peu d'anthropologie maintenant et d'ethnologie avec un des textes que vous avez publié récemment, qui est un essai un essai passionnant qui s'appelle Terrain d'écrivain, et une collection que vous avez créée l'année dernière qui s'appelle Les ethnographiques, et dans lequel deux textes sont déjà parus. Est-ce que tu peux nous parler un peu des ethnographiques, et puis on reviendra après sur le rapport entre le texte et l'essai? Bien sûr, alors je vais en parler d'autant mieux que je parle sous pression, puisqu'il y a le directeur de collection qui est là. Donc ça va me simplifier les choses. Alors, je vais d'abord parler peut-être des ethnographiques, et puis je reviendrai sur Terrain d'écrivain. La collection qu'a proposée Alban Bensa sur cette est en fait une proposition de publier des textes qui rendent compte, inscrits dans un contexte ethnographique, qui rendent compte d'expériences éprouvées par les enquêteurs ensemble avec et auprès des personnes avec qui ils ont vécu, et du coup de rendre compte de cette expérience de vie et de la proposer à la lecture dans une écriture, encore une fois, travaillée de telle sorte justement qu'il y ait possibilité de mise en adéquation, comme dirait Éric Chauvier, du lecteur et de l'écrivain. Et donc là-dessus, on a publié donc deux textes, l'un qui s'appelle Le vol et la morale, et l'autre Une chasse au pouvoir. Donc Le vol et la morale, peut-être celui dont je vais parler davantage, c'est une enquête qui a été menée par Myriam Congost auprès d'un voleur à Bordeaux. Un voleur en activité qui n'a jamais été pris, qui n'est toujours pas pris, il va bien en ce moment, dernière nouvelle, et elle a essayé de travailler avec lui sur son travail. Qu'est-ce que c'est que le boulot d'un voleur? Alors évidemment, ça lui a posé un certain nombre de problèmes. Il a fallu d'abord qu'elle rencontre cet homme, qu'elle trouve comment s'introduire auprès de ces milieux qui font tout pour se rendre invisible, qui font tout pour ne pas laisser de traces, et puis comment ensuite elle peut parler avec lui. Alors bien évidemment il y a eu des problèmes, enfin je ne vais pas m'étendre là-dessus, sur le fait de savoir si le livre risquait pas de faire identifier le voleur en question. Ça a priori c'est pas le cas, enfin, on a tout fait pour. Mais en tout cas, et ce qu'il y a de très intéressant dans le travail de Myriam, enfin une des choses les plus intéressantes, et c'est pour ça que le livre s'appelle Le vol et la morale, c'est l'enjeu moral que ça représentait pour elle, qui est issue du même quartier défavorisé, comme on dit aujourd'hui, de Bordeaux que le voleur en question, les problèmes moraux que ça lui posait que de participer avec lui à un certain nombre d'actes répréhensibles par la loi, et surtout d'entendre, d'être la dépositaire de cette parole, et en même temps de trouver la distance nécessaire qu'il fallait qu'elle puisse avoir pour rendre compte à la fois avec une certaine objectivité du travail de ce voleur, et en même temps en impliquant aussi sa propre personne dans sa relation. Alors beaucoup de gens nous posent la question, est-ce qu'elle était amoureuse? Voilà, bon. C'est peut-être pas la question, mais en tout cas ce qui se ressent, c'est que elle a mené une réelle bataille pour essayer d'être juste dans sa relation avec lui. Et donc le livre en fait invite comme ça à une plongée, à un accompagnement de cet homme, et dans cette plongée, cet accompagnement, on est aussi dans la proposition de la réflexion sur les limites du juste, de l'injuste, du droit, du non-droit, d'où vient la déviance des voleurs, pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là, qu'est-ce qu'ils éprouvent en volant. Il y a des moments assez intéressants sur ce que lui appelle Yushka, donc le voleur en question, c'est pas son vrai nom bien sûr, appelle l'adrénaline, les montées d'adrénaline, sur la question du respect des voleurs entre eux, sur les perspectives qu'ils peuvent avoir, quelle retraite, comment on fait pour épargner, comment on fait circuler les objets du vol. Alors là, lui, il explique que c'est ce qu'on appelle l'or de casse, c'est l'or volé qui est ensuite cassé, reconfiguré, transporté au Cambodge, changé contre de l'or qui est rapporté puis revendu ici. Ça se fait au Cambodge, au Maroc, enfin il y a tout un tas de systèmes comme ça. Et donc on va rentrer en fait avec Myriam dans la proximité de cet homme-là, avec tout ce que ça peut nous poser comme problème de justesse morale, de distanciation à avoir, à quel moment, selon quelle modalité, au nom de quoi, et ainsi de suite. Mais justement, enfin, c'est une expérience de proximité réflexive. Il y a dans votre catalogue,
plusieurs essais enfin, très intéressants, même sur ce qu'est l'anthropologie et sur la manière dont, peut-être pas elle devrait être pratiquée, mais au moins qui donne des idées sur des voies dans lesquelles explorer cette science. C'était important pour vous, ou peut-être pour le directeur de collection, d'avoir au-delà des ouvrages théoriques, d'avoir un corpus de textes comme Le vol et la morale ou Une chasse au pouvoir qui montre comment mettre ça en pratique sur le terrain? Oui, pour le directeur de collection, c'est vachement important, pour nous, pour moi. Mais bien entendu que on est en parfait accord là-dessus. C'est-à-dire que le travail donc, que fait Alban Bensa c'est lui qui a apporté la majorité, enfin tous les textes qui concernent l'anthropologie, c'est un travail de questionnement des fondamentaux de l'anthropologie classique qui nous vient de Lévi-Strauss et de toute son école, disons, structuraliste, je vais vite. Et donc d'essayer de savoir comment est-ce que, notamment avec un texte de Jean Bazin qui s'appelle « Des clous dans la Joconde », comment est-ce que, par exemple, la notion de culture obstrue un certain nombre de réalités des sociétés, et comment cette obstruction, instituée dans une langue philosophique assez absconse, en fait, nous permet d'aller très vite sur l'identification d'un certain nombre de populations, quelles qu'elles soient, de les encapsuler dans des modèles un petit peu définitifs, et donc d'évacuer en fait la question de l'histoire dans le devenir des sociétés, et donc la question de l'épaisseur de l'histoire dans le moment de l'observation et de l'échange qui se fait dans les enquêtes ethnographiques. Donc je pense que son travail consiste beaucoup à recentrer, à recaler le travail anthropologique dans cette direction. Et alors on a publié un certain nombre de textes théoriques, dont La fin de l'exotisme qu'il a écrit lui-même, Des clous dans la Joconde, l'anthropologie d'ordinaire d'Éric Chauvier, comme ça, qui sont des bornes, qui sont des balises, qui sont positionnées théoriques, et puis avec la collection des ethnographiques, là on est positionné sur la mise en pratique en fait de toutes ces propositions théoriques. Terrain d'écrivain, c'est un projet un peu différent. Alors, Terrain d'écrivain, c'est un projet un peu différent, oui et non. Alors là, il s'agit d'Alban Bensa et François Pouillon qui l'ont coordonné ensemble. Alors je situe simplement pour ceux qui, par hasard, ne seraient pas au courant de ce dont il s'agit. Donc il s'agit d'une proposition sur 12 textes qui part du constat un peu provoquant initial que les écrivains sont meilleurs anthropologues que les anthropologues. C'est de la provocation. Je rigole, je ne suis pas sérieux. Et donc l'idée, c'était d'essayer de comprendre comment les écrivains, et là pour le coup, les écrivains qui ont été retenus sont des écrivains de grand renom, Albert Camus, Rimbaud, Salammbô Flaubert, Virginia Woolf, Pouchkine, bon. Et comment, dans le travail qu'avaient fait les écrivains, d'abord, ils ont fait un travail. Alors, l'idée, c'était d'essayer d'explorer la démarche, en fait, apparentée à un travail d'ethnographe qu'ils ont appliqué sur les romans dans lesquels ils se sont investis. Flaubert, pour Salammbô, est allé à Carthage, a été regarder les ruines de Carthage, etc. Camus en Berbérie également. Bon. Et donc la question, c'était d'essayer de retourner en direction des anthropologues le fait que les écrivains ayant fait un travail d'anthropologue font de la fiction. Et donc, qu'est-ce qui peut être saisi dans cette démarche-là par les anthropologues pour se servir, pour restituer un travail qui soit dans une proximité de leur expérience qui transparaît dans les textes des écrivains. Ça va le bord. Voilà. Donc, et là, on est du coup sur l'exploration. Moi, j'ai découvert du coup des arrière-champs, les arrière-cuisines, disons,
de la création littéraire. Et de la même façon, évidemment, le point de départ aussi, le vrai point de départ, si vous voulez, de ce livre-là, c'est que dans les écrits anthropologiques, toutes les ratures, toutes les difficultés, toutes les mésaventures et les malencontres que les anthropologues ont pu rencontrer durant leur enquête disparaissent. On est souvent dans des restitutions extrêmement lisses de monde, comme ça, bien organisées, bien encartées. Et alors justement, ce sont toutes ces scories-là qui sont intéressantes. Ces scories-là qui nous disent ce que c'est que, qui nous posent la question de ce que c'est qu'une rencontre, de ce que c'est qu'un échange, de ce que c'est qu'un aller-retour de sens ou de partage de signification. Et donc là, le terrain d'écrivain, de ce point de vue-là, rejoint tout à fait le travail qui est fait dans les autres titres, qui est fait dans